Dans cette expédition, on découvre que je réchappe à la mort un bon nombre de fois, que ce soit les attaques d'ours, que ce soit la banquise qui se décroche, que je dérive vers le pôle Nord, que je me retrouve à des températures allant jusqu'à -61. Et en fait, la plus grande difficulté restera à jamais quand je suis rentré en France et que j'ai dû accompagner mon père sur sa fin de vie. Bienvenue, nouvelle rencontre et belle rencontre au cœur d'une aventure, des aventures exceptionnelles de mon invité et ses premières phrases qui donnent le ton de l'échange que nous allons avoir. La colère me guide, souffrir me fait du bien, j'ai besoin d'affronter la vie, d'affronter la mort, difficile pour un animal d'être apprivoisé, difficile pour la bête enragée que je suis de rester en place. Et pourtant, 3 petits points. Et vous allez voir à quel point ce « et pourtant » 3 petits points a une signification, une résonance bien particulière. Laurie Lag est installée dans les canapés. Salut Laurie. Salut à toi. Quel bonheur de te retrouver. Je suis très content que tu sois là, en vie. Oui. C'était pas gagné. C'était pas gagné. Non. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Laurie Lag, on l'avait reçu sur ABC. C'était en février, le 8 février 2023. Voilà la photo. Et tu t'apprêtais à partir pour une grande expédition. C'est exact, ouais, c'était les prémices de mon départ sur la mission que j'ai menée en 2023, qui était Arctic Mission, avec la volonté de parcourir 3500 km proche du pôle Nord en ski kite et en solitaire. Et en solitaire. Alors, il y a un film, et moi j'ai vu, pour tout vous dire, le film ce matin. Et quand je suis arrivé au studio, j'ai dit à Laurie, tu m'as mis une claque avec ce film, mes enfants, il faut regarder absolument ce film. Il faut aller sur le site de Laurie, vous regarderez ça, parce qu'il y a beaucoup à dire, et on va parler de l'aventure de Laurie Lag au travers, évidemment, de cette expédition. Et je suis très content d'avoir Laurie sur le plateau, parce que c'est un homme de parole. Oui. Quand tu es venu, je t'ai dit, chiche, lorsque tu arrives sur la banquise, tu me fais une petite vidéo et tu mets le ABC sur la banquise. Et tu l'as fait. Et je l'ai fait. J'ai paumé la vidéo, les enfants. Tu as perdu cette vidéo, mais effectivement... chose promise, chose due, mon père m'a inculqué ça, et donc c'est vrai que je t'avais fait un petit clin d'œil en arrivant en Alaska. Bon, donc merci d'être là en tout cas, et merci parce que vraiment ce que j'ai regardé ce matin au travers de ton film, et au travers de ta vie, au travers de ton parcours, il y a un avant et un après ce film. Hein. Il y a un avant et un après cette aventure qui s'est réalisée en 2023 et qui continue encore, cette aventure, puisque entre le moment où on a réussi à partir, le moment où on a fini, on est rentré, où on a fabriqué tout ce qui en suivait, les films, les livres, eh bien, on est encore dans ce cursus qui prendra, je l'espère, fin en 2025. En 2025. Donc, il y a un film qui s'appelle Arctic Mission. Vous allez sur le site de Laurie Lag, vous pouvez regarder ça, 77 jours seul en Arctique. Et évidemment, il se passe des choses absolument incroyables pendant ce film. D'abord parce que lorsque tu es venu enregistrer l'émission, il y avait déjà une situation qui était difficile. C'était la situation avec ton papa. Ben, mon père était malade déjà à cette époque-là. Il était atteint d'un cancer du pancréas stade terminal, ce qui fait que c'est une appréciation de la vie et de la mort qui se réalise en peu de temps face à un être avec lequel on a toute une histoire. Je t'ai venu raconter cette histoire aussi en partie, les difficultés qu'on a rencontrées durant toute notre vie, la relation qu'on a eue, et du coup d'être confronté à ça. Bah, c'est vrai que c'est difficile parce que j'avais organisé mon expédition, 24 mois de préparation, et de se retrouver un peu au pied du mur en train de se dire: «Est-ce que je dois quand même partir? Est-ce que je dois quand même y aller?» Donc on s'est tous concertés en famille, il faut le savoir. J'ai eu son approbation, son accord. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit: «Fils, pars, je t'attends de pied ferme». Et cette phrase va tout changer. Parce que tu vas faire l'expédition, et pendant l'expédition, tu as en tête, et là ton mindset il est extrêmement puissant, tu fais l'expédition, tu veux aller jusqu'au bout, mais tu veux rentrer à temps. Mon père, c'était un homme qui avait des convictions et des valeurs qui étaient très fortes. Et nous sommes 3 enfants, et on a été éduqués avec une certaine droiture,
C'était très, très strict à la maison et tout, mais voilà, c'était plus que ça. On en a déjà parlé. C'était Mmh. violent. Il y a pas eu tout ce qui a fonctionné dans notre relation. Mais il nous a inculqué des valeurs et mon père, il avait trois volontés en tant que mourant. La première, c'était de ne pas terminer sa vie à l'hôpital seul. La deuxième, c'était organiser une grande fête pour son départ. Et la troisième, plus délicate, c'était de choisir son heure et son jour heu, pour partir. Pour partir. Et nous avons dû en assumer l'entière responsabilité avec mes frères. Moi, je suis l'aîné de la fratrie, ce qui fait que, bah, ça engage à beaucoup de choses. Heu et donc quand je suis parti, sur la banquise, le plus dur, c'était effectivement de pas savoir si j'allais Mmh. le revoir à chaque ravitaillement. Ma famille, mes frères me mentaient parce qu'ils s'inquiétaient déjà pour moi. Ils avaient peur que ça m'handicape encore un petit peu plus. Mmh. Et puis à un moment donné, effectivement, c'était vraiment la fin. Donc on le découvre dans le film, mais mon père m'a accompagné aussi durant toute cette expédition. Il met des mots sur mes Ça, c'est il met magnifique. des mots sur mes repas que je peux lire le soir, qui me détruisent. Ça me détruit et en même temps, ça me remplit d'une violence et d'une rage C'est là qui ce me détermine. c'est là ce paradoxe-là. Ouais. Ça te fait plus mal que du bien? Ouais, ça c'est très destructeur en fait. Psychologiquement, c'est très dur déjà de partir dans ces conditions, d'être dans une espèce de deuil du vivant de quelqu'un, parce qu'il était condamné et on était quand même dans une forme de deuil, c'est très particulier à expliquer, de devoir accompagner quelqu'un sur la fin de vie comme ça et donc quand tu reçois des messages comme ceux-là, bien sûr, les 1ers sentiments, c'est: «Waouh, c'est beau et tout» et puis finalement, c'est juste un rappel que ton père va mourir, Mmh. heu et est-ce que je vais réussir à le revoir? Est-ce que je vais réussir à lui dire adieu une dernière fois? Et c'est ce qui s'est passé. Je suis rentré à temps pour organiser cette fête, pour organiser son départ avec mes frères et ce qui est extraordinaire, heu, c'est que dans cette expédition, on découvre que je réchappe à la mort un bon nombre de fois, que Mmh. ce soit les attaques d'ours, que ce soit la banquise qui se décroche, que je dérive vers le pôle Nord, que je me retrouve à des températures allant jusqu'à -61 et en fait, la plus grande difficulté restera à jamais quand je suis rentré en France et que j'ai dû accompagner mon père sur sa fin de vie. Et donc, Mmh. c'est ça qui est fou dans cette aventure, c'est que ça m'a demandé une présence psychologique hors du commun. Vous avez un rêve, une ambition, un projet qui vous tient à cœur, mais il vous manque ce petit quelque chose pour le transformer en réalité. Vous manquez de confiance, de structure, de méthode. C'est que vous êtes en train de vivre un blocage. Ok, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Je vais vous aider à le lever, ce blocage. Ma conférence immersive sur le mindset est là pour ça. Transformer votre manière de penser, de ressentir et d'agir. Peu importe le projet qui vous trotte dans la tête, vous repartirez avec un mental d'acier prêt à franchir toutes les étapes. C'est pour ça qu'on appelle ça une conférence immersive. Vous découvrirez des stratégies éprouvées pour éliminer les doutes, gérer vos peurs et booster votre confiance. On parlera neurosciences appliquées à votre vie pour que vous deveniez une version plus forte, plus déterminée et beaucoup plus audacieuse de vous-même. Attention, les places sont limitées et se remplissent très rapidement. Si vous voulez vraiment vivre ce changement, réservez dès maintenant et assurez-vous de participer à cet événement qui pourrait peut-être être l'un des plus grands déclics de votre vie. Je passerai dans des villes comme Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes. Les premiers seront les plus chanceux. Je vais pas souvent en province, donc venez me voir, venez partager, on va échanger, bref, on va kiffer ensemble. J'ai hâte de vous rencontrer. Et j'ai beaucoup souffert de tout ça. 2023-2024 ont été des années très, très, très fortes émotionnellement, très dures, très impactantes. Heu et il faut se relever aussi d'événements comme ça. D'événements comme ça. Alors, il y a des phrases, regardez ce documentaire encore une fois hein, sur le site de Laurie Lag. Il y a des phrases choc, évidemment. Tu dis: «Pourquoi risquer ma vie alors que celle de mon père la quitte?» Tu dis: «La colère me guide, souffrir me fait du bien. J'ai besoin d'affronter la vie, d'affronter la mort». Mais pourquoi aller chercher autant de difficultés, de souffrances? Certains vont dire: «Tu veux faire quoi? Tu veux faire le buzz? Tu as besoin de notoriété? Tu as besoin qu'est-ce que tu cherches?» Je suis très, très loin d'une fame quelconque, j'en ai rien à faire, j'en ai vraiment rien à foutre profondément de faire du buzz. Tout ce que je fais, je le fais avec le cœur, avec passion, avec mon âme, et quand je suis parti sur cette aventure, j'avais aucune vocation à vouloir faire du bruit par rapport à tous ces dires. Mmh.
Moi, le plus important, non, c'est que, c'est très dur de passer à travers un deuil. Je pense que, voilà, il faut être conscient de la difficulté que ça représente. Devoir accompagner une personne, sur une fin de vie, c'est encore plus dur. Je pense que tout le monde n'est pas armé pour dire «oui», Mmh. comme un soldat à son père dans les yeux en lui disant: «OK, je vais t'accompagner et je vais exaucer toutes tes dernières volontés». Je pense pas que tout le monde soit capable de faire ça. Et à partir du moment où tu t'engages comme nous on l'a fait, forcément ça a des conséquences. Et pour passer à travers ces conséquences, il faut se mettre, en tout cas pour ma part, j'ai eu besoin de me mettre en difficulté, j'ai eu besoin de pousser, de puiser dans les bas-fonds. Mmh. Et puis je me suis raconté une histoire aussi complètement extraordinaire. Je me suis dit: «Si je suis proche de la mort, moi, là, avec moi, si je la touche du doigt et qu'elle est vraiment pas loin, elle sera pas là-bas, avec lui». Et évidemment, c'est complètement faux, Mmh. mais Bien c'est sûr. l'histoire que je me suis racontée durant toute mon expédition et par chance, elle a été avec moi pendant tout ce temps-là et pas là-bas et quand je suis rentré, elle est repartie, le saisir et elle l'a emmené donc mais souffrir, on en a déjà parlé la première fois. Souffrir, voilà, je pense qu'accepter sa souffrance, ça fait partie de la vie, accepter un deuil, c'est très difficile, c'est aussi une part de souffrance, Ouais, sauf que toi, tu l'acceptes. Quand on l'accepte, et parce qu'elle nous tombe dessus, cette souffrance, ok, toi, tu vas la chercher, cette souffrance. En fait, Tu la provoques même. oui et non. Parce que je vois pas quelle est la différence entre souffrir chez soi ou souffrir dans d'autres circonstances. Moi, je me mets en difficulté, j'ai besoin de puiser, tout au fond de moi. J'ai besoin de rentrer en introspection dans ces longues journées. Il faut savoir que ça peut aller jusqu'à 18 heures de progression par jour où on n'a que ça à faire, réfléchir, on n'est plus parasité par rien, il y a plus de Mmh. téléphone, il y a plus d'obligations, il y a plus rien qui compte. Il y a que toi face à tes problèmes, face à toi-même, face à la réalité, et quelle est cette réalité? Comment tu vas réussir à l'affronter? Et c'est une sorte d'analyse profonde sur un bilan et de te dire comment je vais vraiment quelles sont les armes que j'ai à disposition pour passer à travers une telle violence? Et moi, c'est vrai que de me retrouver dans cet élément, contrairement à ce que tout le monde peut penser, pour les gens, c'est très dur, d'être en survie, d'être, dans des conditions comme ça extrêmes et tout. Alors que moi, le plus dur, c'est la réalité et ce que j'ai fui, c'est ça. J'ai fui aussi une certaine forme de réalité pour être dans ma réalité à moi, Mmh. là où je me sens plus à l'aise, plus, agile, quoi. Tu dis, mais le pire dans cette expédition, sans hésitation, c'est d'avoir dû affronter la mort les yeux dans les yeux, en imaginant ne plus jamais revoir mon père vivant. Ah, c'est quelque chose de dur, hein. C'est quelque chose de dur de se le dire, c'est quelque chose de dur de devoir l'assumer et d'avoir fait le choix de le vivre de cette manière-là. Je crois que voilà, c'est personnel le deuil et j'ai Mmh. rencontré plein de gens justement, à cette période-là qui avaient une façon de gérer les deuils qui était complètement différente, pardon. Et l'idée c'est pas d'avoir des points de comparaison, c'est de réussir toi à passer à travers avec une forme d'acceptation, une forme de douleur, une forme de souffrance, une forme d'impact et de te dire: «Comment je vais réussir à m'en sortir?» Ton papa, il part en juillet, Le 4 heu, juillet 2023. le 4 juillet 2023. On parle souvent de faire son deuil. Est-ce que c'est une expression que tu comprends? Je sais pas vraiment ce que ça veut dire faire son deuil. Je crois que nous, on a vraiment été des putains de soldats, donc on a partagé des moments jusqu'au dernier instant. Toute sa famille était présente, ses enfants, on s'est relayés, on a organisé cette fête de son vivant. Je crois Est-ce que qu'il a voilà, réussi à suivre ton expédition? il a réussi à suivre mon expédition, tout au long, il s'est inquiété pour moi et puis quand je suis rentré, moi je me suis occupé de lui avec mes frères et ça a été quelque chose vraiment d'extraordinaire, que je souhaite aussi à beaucoup d'enfants de pouvoir accompagner son père jusqu'à la fin de vie et Mmh. de le regarder dans les yeux et de lui dire: «Tu peux compter sur nous, on est là pour toi», Oui, c'est tragique, évidemment, c'est tragique et c'est très, très dur, mais je pense qu'il faut aussi démystifier, quelque chose qui est inévitable. La mort, elle est là pour tout le monde, ce n'est qu'une question de temps, Mmh. donc comment on va réussir à la gérer quand on va se retrouver face à ça? Je t'ai jamais posé la question. Je crois que la première émission, on l'a pas évoqué ça. L'après, Ah, tu l'après, tu ça a été crois? très dur. Ah, en l'au-delà? Ouais. J'ai jamais été un grand croyant de l'au-delà, de pas mal de choses et tout et puis c'est vrai que cette dernière année, même ces 2 dernières années, je commence à avoir des petites réflexions, sur, l'imaginaire, la réincarnation, j'ai pas spécialement de croyances profondes ancrées en moi, mais
je pourrais me laisser un petit peu porter par d'autres réflexions et me dire pourquoi pas. Des signes? Ouais, des signes. Tu en as? Bah, c'est pas une question de signes, c'est plutôt voilà. Bah, j'entends quand même mon père, moi, qui me parle régulièrement. J'ai l'impression qu'il est pas loin. Et comme on avait une relation qui était très particulière, on se voyait très peu et à chaque fois c'était très fort. Et puis en fait, là, j'ai juste l'impression qu'on se voit pas pendant longtemps, mais qu'on va bientôt se voir. Mmh. Sauf que ça n'arrive pas. Mmh. Et donc, c'est une relation qui est assez particulière, mais non, pas spécialement de signes, plutôt des tendances à me dire, à me tourner et à faire comme s'il était là. Et ah ouais, tiens, j'ai envie de te parler de ça. Et voilà. Mais c'est vraiment pas évident, Non, non, un deuil. et puis c'est encore une fois, c'est très personnel ça. Ouais. Chacun évidemment, voit les choses, alors revenons évidemment sur cette expédition, parce que sur l'expédition en elle-même, tu dis, c'est sans doute l'expédition, la plus difficile de ta vie, parce que tout va mal dans cette expédition. Tout part en cacahuète et regardez bien encore une fois ce film parce qu'on met le lien, sous la vidéo. Tu galères de bout en bout quand même. Ouais. C'est hyper dur. Et pourtant, tu as vécu des choses, hein. Extrême chaud, extrême froid, la banquise, tu la connais, les pôles, tu les connais, l'Amazonie, tu connais, la Bolivie avec tes filles, on va en parler tout à l'heure, Ouais, tu mais connais. ça Mais là, reste un élément tellement violent qui évolue d'année en année. Il faut comprendre déjà que quand on se retrouve dans une dimension comme celle-là, le danger, il est pas palpable. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est pas comme si on voit un mec qui saute d'un hélicoptère où on se dit, waouh, c'est hyper extrême. Là, l'extrême, c'est qu'il fait -61, -50, qu'un coup de vent te fait avoir des engelures, et qu'il y a des ours qui sont autour de toi, mais tu les vois jamais vraiment. Et en même temps, tu sens le danger, tu tombes sur des traces. et qui Mais t'ont attaqué. et qui, oui, qui finissent par attaquer le camp. Les bouts de banquise, on n'imagine pas, mais en fait, il faut comprendre que l'océan Arctique, sur lequel moi je progressais, c'est quand même de l'eau qui, à une période de l'année, est tellement froide qu'elle est congelée avec une certaine forme d'épaisseur différente en fonction de là où on va, mais que c'est mouvant en fait, ça bouge, c'est-à-dire que dessous, c'est des tonnes et des tonnes d'eau qui sont en mouvement. Et donc, que forcément, on se retrouve dans des situations où, là où la bout de banquise s'est décrochée, j'ai dérivé sur un iceberg géant pendant 5 jours vers le pôle Nord, Quelle folie. avant de me retrouver héliporté, parce que j'étais voué à mourir, quoi, seul. Ce qui fait que c'est super extrême. Ouais. C'est vraiment extrême. Et vous allez voir que dans le film, à un moment donné, Laurie arrive, avance, tu t'assois sur la banquise, Ouais. et puis tu tâtonnes pour voir quelle est Ouais. l'épaisseur de cette Et à banquise, un moment donné, c'est de l'eau. et c'est de la flotte. Ouais. Et tu peux plus avancer. Et en fait, je suis prisonnier, quoi. Je suis prisonnier entre ces champs de Pâques, ces espèces de bouts de glace qui font 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres. Il faut contourner. Donc, il y a les risques de se faire attaquer par des ours. Et ensuite, tu as des passages, des passages où il y a un peu d'eau. Tu dis, celui-là, je peux le traverser. Puis, un beau jour, je me lève après avoir passé des passages d'eau. Et en fait, le bout de banquise s'est décroché. Et il y a 1,5 km d'un côté. Je vais de l'autre côté, il y a 1,5 km. Et je comprends doucement que je suis sur un glaçon. Et je regarde mon GPS et je suis en train de dériver d'1 km/h. Donc, Donc là, tu vas prévenir le staff, parce que tu restes évidemment, pour des raisons de sécurité évidentes, en liaison avec tes équipes, à qui tu annonces dans un premier temps, c'est mort. Ouais. Je suis obligé d'abandonner. En fait, ça se passe en plusieurs temps, cette aventure. Parce que déjà, en fait, je possède deux moyens de sécurité. C'est un téléphone satellite et qui est sur le réseau Iridium, et un Garmin pour envoyer des messages. Donc en gros, ce que les gens ne savent pas, c'est que, il y a une première tentative de sauvetage qui se fait, le 3e jour, je crois, où en fait, ils ont des tanks, qui peuvent aussi bien aller dans l'eau que, sur la glace. Et du coup, le coût du sauvetage est beaucoup moins élevé qu'un hélicoptère. Ce qui fait qu'on fait une tentative, avec ma chef d'expédition, Chloé, on fait une tentative de sauvetage. Et on se rend compte que ça va être compliqué. Et en gros, ils arrivent pendant la nuit, donc je vois les feux au loin, donc je déclenche une fusée de détresse. Et là, il y a toute une situation qui s'emballe. C'est que j'envoie un message à Chloé, je lui dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Je les vois. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils reculent.
Et là, elle me dit, C'est toi qui bouges. elle me dit ils ont planté un tank, ils viennent de se faire attaquer par un ours, ils abandonnent le tank au milieu de la glace et ils repartent. Et alors là, je te laisse imaginer le mental de comprendre qu'en fait, tu vas pas être sauvé et que du coup, ils font demi-tour parce qu'ils ont jamais vu l'état de la glace comme ça, à cette période de l'année. Ce qui fait que moi, je suis sur un glaçon géant, je les vois, ils arriveront pas. Il y a des ours sur cette superficie, nez à nez avec un ours, en pleine nuit. Enfin, il m'arrive que des trucs de malade et ensuite, arrive le moment fatidique où, où en gros, sur une expédition, tu es assuré sur un des réseaux. Ça veut dire tu es assuré moi, j'étais assuré sur le réseau Iridium, donc en gros, je dois déclencher les secours via le téléphone satellite et le mec des safety en Alaska dit: «Non, si vous voulez qu'on vienne vous récupérer, il faut que vous déclenchiez votre Garmin». Sous-entendant, vous allez devoir payer 150 000 Payer. balles. 150 000 euros. Waouh! Et donc en gros, pendant 30 secondes, tu te dis, Je suis foutu. «Combien coûte ma vie?» Tu y penses. Moi, je pète un peu les plombs, je raconte à Chloé, je lui dis, «Bah, écoute, je te le dis vraiment, comme je le pense, je vais pas mourir dans l'inaction, c'est impossible, je vais mourir dans l'action, je vais essayer de traverser de bout de banquise en bout de banquise, je sais pas comment je vais me démerder et tout». Et puis là, elle prend la meilleure décision qu'elle a dû prendre dans cette expédition, c'est qu'elle déclenche son demande d'autorisation et elle me sauve la vie. Oh! Ce qu'on ne voit pas dans le film, hein. Ce qu'on ne voit pas dans le film. On voit l'hélicoptère, on voit, tout ce qui se passe, mais on n'a pas, documenté tout ça, donc c'est difficile de pouvoir l'expliquer. Heu et c'est ce que je vais raconter dans le livre. C'est ça. Parce qu'effectivement, à la fin, en tout cas dans les différents, petits papiers que tu laisses sur les réseaux sociaux, les petites coms que tu laisses, tu dis: Ouais. «Ma vie a considérablement changé». Tu dis, attends, où est-ce que j'ai trouvé, la phrase? «Plus d'1 an et demi où je prépare, où je me conditionne, où je m'entraîne, je fais des promos, des adieux, je fais des câlins à ceux qui ne voulaient pas que je parte, à préparer le matériel, l'expédition, à dire je t'aime 1000 fois, à continuer de sourire avant, et cetera, et cetera». Et tu dis au retour, 2 mois après, parce que tu arrives quand même cassé, hein, Ouais, brisé. brisé. Ouais, ouais. On va revenir là-dessus aussi, mais tu dis qu'il y a un avant et un après, et que cet après, maintenant, tu vois la vie différemment, au point de vouloir tout dire. En fait, comme je te le disais, moi, j'en ai vraiment rien à foutre des appréciations des gens. J'ai envie de raconter, la vérité, heu, même si elle est controversée et il y a beaucoup de choses qui ont été non dites dans cette aventure. Plein de raisons. Que ce soit à travers l'expédition, que ce soit à travers le sauvetage, que ce soit à travers, la double réalisation, d'un film de cinéma, mais aussi d'un documentaire. Mmh. Il y a eu beaucoup de problématiques, que personne n'a pu imaginer une seule seconde et 2025 sera l'année des révélations à travers tous les formats qu'on va sortir, à travers mon documentaire à moi que tu as vu, mais aussi à travers le film, de Jérémy, qui a réalisé un film, avec une prod de cinéma et à travers le bouquin que je vais écrire. Mais on a le sentiment, en t'écoutant, que certains t'ont demandé de ne pas écrire? Non, personne m'a demandé, mais en fait, il y a eu aussi, un très gros concours de circonstances, c'est que il y a eu des priorités, en fait, dans la fabrication et comme ils ont beaucoup investi sur le film le film de cinéma, en gros, il y a eu une forme de silence qui a dû être opéré, D'accord. puisque c'était en 2023, on est en 2025, ça va bientôt faire 2 ans et où on n'a pas pu, s'exprimer, parce que justement on garde, C'est ça. toutes ces informations. Ouais, bien sûr. On garde, l'authenticité, la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain Mmh. et donc on n'en a toujours pas parlé. Alors ce avant-après, parce que ça évidemment c'est une notion, qui est importante, c'est comment ton état d'esprit change? Quelle différence il y a entre avant le départ, ton retour évidemment, le départ de ton papa et le fait que tu aies risqué ta vie, ou au point de te dire franchement tu as cru que tu allais y rester? Ouais. Ah oui, oui. Tu penses à tes filles à ce moment-là? Non. Non, je pense à rien, hein. Je pense pas spécialement aux autres,
je pense que je suis assez acculé, en fait. À un moment donné, je me dis juste, voilà, t'as joué pendant presque 40 ans. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, quand tu es dans précisément à cet instant de réflexion où tu te dis c'est fini? En gros, il y a quelque chose que tout le monde possède, mais que on sous-estime, c'est l'instinct de survie. Tout le monde, aux portes de la mort, veut vivre. Et ça, c'est universel. Les gens qui ont envie de mourir sont déjà morts. Pour tout le reste, et j'en suis bien placé pour le savoir, mon père, qui était un soldat, qui voulait partir avec bravoure, avec honneur, ce qu'il a un peu réussi à faire, c'est quand même accrocher à la vie, coûte que coûte, pendant presque 1 an, à toutes les chimios possibles, à tous les traitements possibles, parce que c'est plus fort que tout. On veut vivre. Et donc, dans une situation d'urgence, d'extrême, même si on prétend ne pas avoir peur de la mort et pas avoir peur de plein de choses, on veut vivre. Et donc, il y a un instinct de survie incroyable qui se développe, où on essayera toujours de trouver des solutions pour s'en sortir. Et on dit souvent que dans ces moments-là, ta force se décuple. Tout se décuple. La psychologie, le mental, la force physique, une forme de risque qu'on voit plus, en fait. On prend énormément de risques et on se dit, mais on s'en fout, on n'a plus rien à perdre. C'est terminé, ça va s'arrêter maintenant. Donc, ouais, moi, je suis persuadé que là, à ce moment-là, si on est persuadé qu'on va vivre, on va tout faire pour survivre. Et malheureusement, il y en a plein qui ne vivent pas, mais qui auront tout donné pour vivre et pour survivre. Là, en l'occurrence, à plein de moments de cette expédition, je me suis retrouvé confronté à la mort. Et puis voilà, après, il y a tout le training qui rentre en place aussi, tous les protocoles que j'avais eus de sécurité, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup d'automatismes, sortir une arme, sortir de l'eau glacée. Et donc, c'est des choses que je travaille au préalable et qui ont tout leur sens quand on est sur le terrain. T'es prêt. Ouais. Oui, inévitablement. Alors, évidemment, on va pas spoiler, parce que là, vous vous dites, mon Dieu, il est sur son glaçon, il est en train de dériver, l'hélico arrive, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça continue? Est-ce que l'expédition... Quand on voit le titre « Abandonner n'est pas une option », on se pose la question, est-ce que l'expédition... T'as abandonné ou pas? Voilà, c'est ça. Alors, on va pas spoiler parce qu'il faut regarder le documentaire, mais... Non, mais ça, on aura vraiment l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que l'objectif, c'était de faire 3500 km. Voilà, je ne réussis pas cet objectif des 3500 km. Je réalise 3000 km. Et pour différentes raisons, je décide d'arrêter. Et évidemment, tout ça, on le découvrira dans le film, dans les films, notamment aussi dans le film de Jérémy. Voilà, c'est une aventure extraordinaire. Avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup de vérité, avec des sujets qui sont vraiment universels, quoi. Tout ça, c'est universel. Alors, tu dis quand même que ça reste un très mauvais souvenir, suite auquel je me suis dit, plus jamais. Alors, la question, c'est ça. Toi qui es quand même un aventurier, de l'extrême qui plus est, est-ce que tu peux dire plus jamais? Tu dis plus jamais, tout le temps, quand tu finis. Et puis ça dure pas longtemps. C'est sûr. C'est comme tout le monde, quoi. Dans la souffrance, on se dit plus jamais. Et puis très très rapidement, on arrive sur un espèce de manque, sur une espèce d'addiction aussi, si je puis dire. Ouais. Et non, pas du tout plus jamais. Pas du tout. La preuve en est, je suis reparti me mettre au Svalbard dans training pôle Nord dans les eaux glacées. Ensuite, je suis parti tourner l'émission on va en parler, The Island, en Thaïlande, qui n'a rien à voir, l'extrême chaud, l'extrême froid, la Bolivie, l'altitude, et puis là je prépare un énorme projet qui est certainement encore plus ambitieux, plus dur et beaucoup plus violent que l'Arctique. Quelle folie. Alors évidemment, il y a des gens qui vont faire un raccourci très rapide en disant bah tiens, c'est un Mike Horn francophone. Ouais, mais c'est un sujet qu'il faut aborder, je pense. Clairement, on va pas se mentir. Mike avait fait la Il t'a inspiré. Mais il m'a beaucoup inspiré. Mike fait partie des gens qui a inspiré toute une génération. Bien sûr. Et pour moi, ça reste le patron encore aujourd'hui. Il a réalisé ce que personne n'a réussi à réaliser aujourd'hui, des tours du monde. Et même moi, si j'essaie d'avoir cette fibre de longueur, d'expéditions qui sont 2 mois, 3 mois, 4 mois, qui sont très pesantes, ça reste le king. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est le taulier. Ouais. C'est le taulier. Et moi, j'ai un immense respect pour lui.
J'ai eu la chance qu'il fasse la préface de mon livre en 2023. Et là, ben oui, je reprends le flambeau de The Island après Mike. Donc, c'est plutôt un honneur qu'une mauvaise comparaison. Moi, voilà, je suis très reconnaissant de me retrouver dans cette place. Quand tu vis une expérience comme celle que tu as vécue sur la banquise, ou même dans des situations extrêmes avec des températures incroyables au cœur du désert, The Island, c'est une balade. C'est une balade, ouais, clairement, c'est une balade avec des gens qui savent pas se balader. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, donc, gros casting, et forcément, on se retrouve avec des gens, je connaissais pas tout le monde. Et puis, il y a, voilà, c'est très éclectique, mais c'était une expérience superbe. Pourquoi? Parce que, en fait, je suis encore dans un univers que je ne maîtrise pas. J'explore encore un nouveau spectre de la présentation, qui est très dur. Je me retrouve avec une oreillette, avec un producteur qui me parle, avec 10 caméras. Moi qui aime pas spécialement le monde, je me retrouve avec 50 personnes sur le plateau. Je dois apprendre des textes le soir qui changent. Enfin, c'est quand même une grosse galère. Et puis il y a eu comme une espèce de link qui a bien fonctionné. C'est que à un moment donné, on s'est fait confiance aussi avec la production. Je leur ai dit bon, écoutez, je vous le dis de suite. Les textes écrits par un stagiaire de ChatGPT de Boulogne-Billancourt, ça marchera pas. Donc faites-moi confiance. On va le faire ensemble. Tu me dis ce que tu veux dire et puis moi je vais te l'expliquer. Et j'ai vécu une super aventure. Voilà, le premier épisode c'était hier. C'est ça. C'était hier, donc les gens, voilà, c'est controversé pour plein de raisons différentes, mais c'est très très intéressant. Alors l'idée, comment ça se passe? C'est des gens qui ils se retrouvent des people entre guillemets. Qui se retrouvent, j'ai pas vu l'épisode pour tout te dire. En fait, c'est 2, 4, 6, 8, 10 participants. Ok. T'as 10 participants, plus 3 cadreurs et un docteur, et tous vivent la même aventure. Ça veut dire que ils sont tous à la même enseigne. Personne ne mange, personne ne boit, tout le monde doit monter un camp, sauf que les caméramans doivent littéralement filmer toute l'aventure. Ouais, ils bossent. Donc ça, c'est le format The Island. Et cette année, en fait, on est sur un nouveau format puisque le but de l'opération, c'était considérablement réinventer The Island. Avant, c'était 28 jours sur une plage, perdu sur une île. Et aujourd'hui, c'est 10 jours d'itinérance à travers la jungle sur une île. Et l'itinérance, c'est en partie mon idée. C'est quelque chose qui est très dur, très violent, que les gens sous-estiment considérablement. Mais déjà, arriver sur une plage, faire un camp, faire du feu, trouver de l'eau, réussir à trouver à manger, c'est très dur. Donc, il faut imaginer qu'au bout de 3 jours, ça va s'arrêter, qu'il va falloir partir en pleine jungle, s'orienter, alors qu'en pleine jungle, on n'y voit pas à 50 mètres, et réussir à faire une cohésion de groupe pour réussir à survivre. Parce qu'à ce moment-là, qu'on se le dise, on en a rien à foutre que tu cours plus vite que quelqu'un, que tu sois plus costaud qu'un autre et tout. C'est de l'endurance. Ah ben c'est pas une question de ça, c'est une question de mental. Et surtout que y en a un qui porte la bouffe, il y en a un qui porte la machette, il y en a un qui monte le camp. S'il en manque un des trois, il y a un problème. Bon. Qui t'a le plus étonné dans ses performances et dans... Ah, je peux pas le dire. Tu peux pas dire. Ah, je peux pas le dire. Mais c'est une femme. C'est une femme qui m'a le plus étonné. Après, j'ai été surpris dans le bon sens pour certains et surpris dans le mauvais sens pour d'autres. C'est toujours comme ça que ça se passe, en fait. Les gens sur lesquels tu vas miser, c'est très souvent ceux qui te surprennent dans le mauvais sens. Et les gens sur lesquels tu miserais pas un péco, tu étais surpris. Moi, maintenant, j'ai l'habitude, donc je sais, j'arrive à me dire qu'il faut pas avoir d'a priori. Les sportifs avaient quand même une longueur d'avance, on va pas se mentir. Ils sont habitués à souffrir, ils sont habitués à repousser un peu leurs limites. Donc Pierre-Ambroise et Sydney, clairement, ont été des gros soldats. Il y a eu aussi le caméraman qui Sébastien Spell qui a tout envoyé, qui a été très très fort. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas Koh-Lanta. C'est une vraie émission de survie. Et ils en ont vraiment chié. Ils ont tous cru que ça serait dilettante, qu'à un moment donné, la prod, elle a apporté de l'eau, machin, truc et tout. Hop, on va aller dormir à l'hôtel s'il y a un problème et tout. Mais pourquoi tu dis c'est pas Koh-Lanta? Parce que Koh-Lanta, c'est ça? Mais déjà, c'est un jeu où il y a des épreuves, où tu peux être éliminé. The Island, il n'y a pas d'élimination. C'est un endroit où, en fait, la seule réussite, c'est arriver au point d'extraction avec tes camarades. Donc, c'est pas le même enjeu déjà pour commencer. Et ensuite de ça, ils ont pas d'eau. Ils ont pas. Ils crèvent la dalle comme sur Koh-Lanta, ils ont de l'eau. Alors que sur The Island, ils ont pas d'eau. Okay, d'accord. Et donc, ils doivent en trouver de l'eau. Ils doivent en trouver ou la filtrer ou en faire plein de choses. Et après, il n'y a pas d'épreuve dans The Island. C'est encore une fois, c'est une dimension de survie pure et dure et d'expérience de survie. Bon, en tout cas, c'est sur M6 en ce moment, à l'heure où on enregistre cette émission.
Et tous les mardis à 21h10. Tous les mardis à 21h10, voilà. Et donc, ce job d'animateur, ça t'a plu? Ah, j'ai adoré. C'est vrai? J'ai adoré ce job d'animateur. J'ai adoré me retrouver face à des personnes qui, d'un côté, sortaient de leur zone de confort, mais d'un autre, pensaient que voilà, les choses étaient acquises. Moi, j'ai trouvé que c'était assez puriste et que justement, il n'y a pas non plus trop de parties qui ont été enlevées. Ils ont quand même laissé ça comme ça s'est vraiment passé et ça, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas de gros montage ou de, voilà, Non. ou de trafic. Non, pas du tout. Les choses qu'on trafique à l'antenne. Dans la vie de Loury, il y a évidemment toutes ces aventures. Et lorsque vous allez sur son site, encore une fois, vous allez voir toutes les expéditions en Amazonie, dans le désert. Il y avait une expédition qui s'appelait Résilience aussi, je crois. Ouais, il y a Résilience, une expé qui a duré 2 ans où j'ai guidé une personne à mobilité réduite dans les 4 coins les plus extrêmes de la planète, l'extrême chaud, l'extrême froid, la navigation et la montagne. Et donc, on l'a fait décoller en parapente face au Mont Blanc. C'est une aventure qui était hors du commun, plutôt une aventure sociétale que j'ai beaucoup aimé faire. Et on en a fait un documentaire on a rempli le Grand Rex avec ce documentaire. Les gens, standing ovation, se sont levés carrément pendant le documentaire. Mais c'est puissant. Extraordinaire. Non, mais même quand on regarde, je te dis, le film, l'article, là, c'est tellement puissant, mais vraiment, c'est fort. Ouais. Alors là, il y a quelques photos, j'en montre comme ça, moi, si tu veux bien les mettre. Vas-y. Voilà, il y a évidemment ce que tu as fait, ça c'est en Amazonie, bien sûr. Là, on l'a vu avec le désert. Et puis, il y a aussi ton pote. Ouais, Mathieu. Avec lequel tu as fait cette expédition aussi. Ouais, mais Mathieu, il m'a mis la misère. Mathieu Blanchard. Blanchard, qui est un coureur d'ultra-distance. On est copains depuis quelques années maintenant. Et quand j'ai commencé, quand on s'est rencontrés et tout, il m'a fait découvrir le trail. Et la vérité, c'est qu'il m'a explosé la gueule. Il m'a fait hyper mal. Et moi, je connaissais pas trail. Et je lui ai dit, tu te fous de ma gueule. Ça, là, monter des murailles comme ça, là, ça, c'est du trail. Il m'a fait partir en Andorre, faire la reconnaissance du trail, le premier trail de ma vie, 55 km, 3500 D+. Enfin, je veux dire, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est très violent. Il m'inscrit sur la course et pour l'entraînement, le premier jour, il me fait faire 80 km. Je dis, mais c'est qui ce malade? Ce qui fait qu'un jour, je me suis dit... Je vais lui renvoyer. Non, je vais pas lui renvoyer l'ascenseur, mais on va vivre quelque chose qui est plutôt dans mon univers. Et on a monté cette expédition où on est partis tous les deux au Canada, puisque lui, il a passé de nombreuses années au Canada, et où on a fait le tour de l'œil du Québec, 250 km sur un lac gelé, à moins 40 quand même. Et on a vécu une super aventure. Oui, Mathieu avoue avec beaucoup d'humour et de sincérité qu'il est un peu perdu. Il y a des loups et on traverse cette aventure tous les deux. Et voilà. Et avec Mathieu, c'est une belle aventure puisque je sais pas quand c'est qu'elle sera diffusée cette émission, mais je repars avec Mathieu le 20 janvier de ce mois-ci. Formidable. Voilà. Bon. Donc, affaire à suivre. Et il y a évidemment d'autres étapes dans la vie de Loury et que j'avais très envie de vous faire découvrir avec 2 visages. Mes héros, quoi. Elles sont belles. Elles sont magnifiques. Elles sont fortes. Elles sont très fortes. Elles sont mentalement fortes. Elles sont physiquement fortes. Et ce sont tes filles. Ce sont mes filles. Alors, moi, j'ai été évidemment, je suis papa aussi, et donc j'ai été... tu as décidé de partir en expédition avec les filles. Tu as décidé ou elles ont voulu te suivre quelque part? Non, c'est une décision de famille. Ça fait longtemps que... En gros, il y a eu plein de processus différents dans la vie d'aventurier. Au début, mes filles me parlaient pas, elles voulaient pas que je les touche, c'était très violent. Quand j'entrais à la maison, c'était compliqué. Je pouvais pas les prendre dans les bras, elles comprenaient pas, donc elles ont matérialisé un petit peu une forme de rébellion face à mon absence. Ce qui me paraît normal, hein. Je partais beaucoup, 6, 7 mois, 8 mois par an, des fois, avec les entraînements. Ce qui fait que j'arrive à comprendre, mais je l'ai pas pris personnellement comme une attaque, je l'ai plus pris comme un signal de détresse et j'ai commencé à œuvrer d'une manière vraiment différente, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour garder le lien avec mes enfants. Donc moi, j'ai 2 métiers dans ma vie. Je suis aventurier et je suis père. Et ces 2 métiers, je les mène de front tous les 2 avec une vraie passion. Et quand je suis pas en expédition, je suis à la maison et j'ai que ça à faire. Donc après, chacun trouve midi à sa porte, mais je suis 100% pas là ou 100% là. Et en fait, je donne à mes enfants énormément quand je suis à la maison. Mais par contre, quand je pars, je coupe tout. Et c'est mon moment à moi. Ce que tu n'as pas eu. Exactement ce que je n'ai pas eu.
Et l'idée de cette expédition, c'était que j'ai commencé à écrire un livre, j'ai mis beaucoup d'images à l'intérieur pour leur transmettre aussi le goût de l'aventure. Mais voilà, ça n'a jamais été trop palpable. Donc on est parti en bateau, on est parti en randonnée, on est parti en van, on a commencé à faire plein de choses comme ça. Et puis forcément, à un moment donné, il y a eu papa, quand c'est qu'on part en expédition avec toi? Donc je leur ai dit, ah les filles, quand est-ce qu'on part en randonnée? Ça, on partira pas en randonnée, on va faire une vraie expédition. Et est née, ça c'est la mère de mes enfants qu'on voit à l'écran quand elles étaient toutes petites, mes pépettes. Aujourd'hui, je suis séparé de la mère de mes enfants, mais on s'entend très très bien. Et il y a eu tout un phénomène autour de ça, justement, parce que les gens m'ont chié dessus parce que ouais, mais si tu arrives à faire tout ça, c'est parce que tu as une mère formidable et tout ça. Mais c'est exact. La mère de mes enfants est une femme extraordinaire et c'est grâce aussi à elle que je pars. Et c'est pour ça que ce que les gens ne savent pas, c'est que sur cette aventure en Bolivie, je lui ai payé un ticket et elle nous a rejoints à la fin pour qu'on vive un vrai moment en famille. Magnifique. Donc tu décides d'aller en Bolivie. Je décide d'aller en Bolivie, traverser le plus grand désert de sel du monde en autonomie avec mes 2 gamines à 3700 mètres d'altitude pour aller au Salar d'Uyuni. Et avec des écarts de température assez large, puisqu'en fait, la différence de température, elle est de 20 degrés la journée et moins 5 la nuit. Et les dangers, ça reste forcément la réverbération du soleil sur ces étendues de blanc, en fait. D'ailleurs, on les voit. Elles sont marquées. Elles ont été marquées, cramées un petit peu. Elles ont un petit peu souffert de la chaleur. Elles sont petites, elles ont 7 et 9 ans. Ouais, elles ont 7 et 9 ans, mais c'est ça l'apprentissage, c'est ça, voilà aussi. Et c'est des guerrières. C'est des guerrières. Et là, ce qui est génial, c'est que d'un coup, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette situation, c'est de se dire, putain, tout le taf que j'ai fait pour mes gamines, dans mon éducation, tous les jours, qui n'a pas de sens, parce que c'est parfois un peu brutal, pas les écrans, strict à la maison, on doit pas rechigner quand je demande les tâches. C'est quand même pas facile chez moi. Et ben là, a eu tout son sens. Des guerrières, elles se sont pas plaintes une fois. Elles ont jamais voulu abandonner, elles auraient préféré se faire mal, se blesser plutôt qu'abandonner. C'est moi qui étais obligé à un moment donné de leur dire, bon là, vous êtes vraiment en difficulté, il va falloir qu'on prenne une décision. Elles ont une relation à leurs émotions qui est extraordinaire. Elles sont capables d'avoir une connexion et de parler de choses où tu te dis, attends, toi, tu as 7 ans là? Et à un moment donné, Ellie, elle me dit, dans le documentaire, je sais pas si tu l'as vu, mais elle me dit, Papy Chulo, leur grand-père, il serait fier de nous, il serait fier de toi parce que c'est vrai qu'aventurier, il a toujours dit que c'était pas un vrai métier. Puis là, te voir avec nous, traverser le désert de tout en haut, il doit être content pour nous. Ah, c'est magnifique. Je me suis fait cueillir 2-3 fois. Non, mais c'est sûr, au secours. Extraordinaire, et puis ça m'a rapproché de mes gamines. Elles ont souffert, elles ont souffert. Elles en ont chié un petit peu, mais elles aiment ça. Et aujourd'hui, je leur ai dit, quel est le souvenir que vous gardez de cette aventure? Ah nous, on veut repartir. On veut repartir une fois par an avec toi. Donc là, on est déjà en train de monter notre prochaine expédition. Elles sont extraordinaires, vraiment. Elles ont eu le courage de tenir, parce qu'effectivement, tu dis, il y a Pita qui souffre de brûlures et d'œdème au bas du visage au bout de 4 jours. Ouais. La petite aussi, Ellie, qui a eu un gros coup de chaud avec des maux de tête. Donc c'était évidemment, c'est dans un cadre compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est hostile, quand même, il y a 3700 mètres d'altitude. Déjà, c'est pas facile pour tout le monde. Ensuite, il faut marcher 5, 10, 15 km par jour. La réverbération du soleil, les températures qui sont glacées la nuit. On les voit. On en a fait un super docu. On était accompagné de toute une équipe, un staff qui nous a suivis. On avait un fixeur, on avait du monde. Mais ça reste une expédition et pas une balade. C'est incroyable. Et qu'est-ce que tu retiens de... Est-ce que ça a changé des choses dans la relation avec tes enfants, avec tes filles, pour le coup? Moi, j'étais déjà très proche de mes filles. J'imagine. Et on vit tellement de choses extraordinaires. Je prends beaucoup de temps quand je suis à la maison pour faire des choses avec elles, avec passion. Mais c'est sûr que ça nous a encore plus unis. Et je pense qu'elles ont un peu plus de compréhension aussi sur quel est le monde des expéditions. Donc, pourquoi je pars, la beauté des paysages. Elles ont vu des flamants roses, elles ont vu des lamas. Elles ont adoré les paysages. Qu'est-ce qui se passe aussi quand on fait une expédition? Ma petite fille Ellie, 6 ans, n'avait jamais pris un avion. Et ma grande fille n'avait pris qu'un avion dans sa vie à 9 ans.
Ce qui fait que rien que ça, c'est l'aventure dans l'aventure. Mais oui. Ensuite, quand on finit l'expédition, je leur ai offert un hôtel un peu luxueux, Ouais, bien avec sûr. des massages et tout. Oh, c'est pas si compliqué les expéditions avec papa. Donc voilà, elles découvrent le Ouais. plaisir de tout ça et tout. Et, Ouais. et c'était une aventure extraordinaire avec mes gamines que je referai sans hésiter. Est-ce que tu as... Alors, il faut expliquer aussi que la situation est un peu compliquée parfois et que tu veux pas non plus pousser à l'extrême et Non. leur faire prendre des risques. Et donc, tu leur demandes à un moment donné Ouais. si elles veulent décrocher, quoi, si elles veulent abandonner. Ouais, ce moment, il est magique. Et le vrai moment, il est pas, on l'a pas à la caméra. Ouais. Euh, Mais vous allez voir, c'est franchement les réactions des petites, 7 ans et 9 ans. Hein. 7 ans et 9 ans. Et je leur dis, les filles, est-ce que vous voulez abandonner? Et la réaction qu'on n'a pas à la caméra, c'est que les deux se foutent à chialer et qu'elles me regardent et me disent, papa, on n'abandonnera pas. Et en fait, je comprends qu'elles abandonneront pas juste pour pas me décevoir. Alors, c'était ça la question. C'est extraordinaire. C'est incroyable. C'est extraordinaire. Et donc, du coup, moi, en tant que parent, je comprends que du coup, il n'y a pas d'ego mal placé. Il faut rentrer à l'hôtel pour prendre soin d'elle. Et c'est ce qu'on fait avec toute la production et avec le safety. On décide de rentrer à l'hôtel pour qu'elle se repose. Et là, c'est un moment qui est très difficile pour moi parce que moi, j'ai mon ego d'aventurier. Abandonner n'est pas une option. Et là, on est en train d'abandonner. Et en fait, on rentre à l'hôtel et tout le monde sait déjà. La réal, elle le sait très bien. On va repartir. Et on repart. Et en fait, c'est le message que j'aimerais leur faire passer, c'est que oui, parfois, on peut mettre un genou à terre, mais il faut savoir se relever et terminer ce qu'on a commencé. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ouais. C'est magnifique. Et c'est aussi un documentaire. Et c'est aussi un documentaire qui sort le 28 janvier sur M6 et qui sera en replay sur M6+. Franchement, j'invite vraiment tout le monde à aller le voir parce que c'est un documentaire qui est plein d'amour, plein d'aventures, plein de beaux paysages et qui va parler à tout le monde, qui va vraiment parler à tout le monde. Et j'ai pris énormément de plaisir à vivre cette aventure avec mes enfants. Alors, Pita et Ellie, moi, en tant que père, je me suis posé cette question. Je me dis, t'as pas peur de leur filer le virus de l'aventure et de flipper, du coup, parce qu'elles vont vouloir faire la même chose? Non, elles aiment bien partir à l'aventure, mais elles aiment bien le confort, elles aiment bien rentrer à la maison, elles aiment bien leurs petites habitudes. Pour l'instant, elles n'en sont pas du tout là. Et puis, le jour où ça arrivera, on se posera des vraies questions. Là, elles sont plus avec une certaine avidité face à la découverte du monde. Elles ont envie de... Ah oui, ah ouais, on pourrait aller voir là-bas, ça. C'est quand même extraordinaire, quoi. Moi, j'ai beaucoup attendu. Dans mon éducation, comme je prends beaucoup d'avions, que j'ai un impact carbone qui est assez important et tout, je fais beaucoup de choses chez moi qui sont à proximité. Et je dis pas que je suis le premier de la classe. J'essaie pas de m'acheter une conscience de premier. Voilà, non. Moi, j'ai un métier où voilà, j'essaye toujours de compenser et d'être bien dans ce que je fais. Mais c'est vrai que je prends pas d'avion pour partir en vacances avec mes enfants. Voilà. Donc 7 ans et 9 ans. La grande avait pris qu'un avion, ce qui fait que voilà, ça rend les choses extraordinaires. Et c'est des valeurs que j'ai envie de leur transmettre aussi. Et c'est aussi ça qu'on découvre dans le documentaire, c'est que finalement, il faut pas toujours grand-chose pour faire rêver les enfants. Et il n'y a pas besoin de partir toujours loin pour partir à l'aventure. Et voilà, récemment, j'ai acheté un 4x4 justement pour aller tracer dans les Pyrénées, aménager le 4x4 pour faire des trucs avec mes filles et barouder plus de cette manière-là que forcément partir à l'autre bout du monde. Bien sûr, ça arrive et c'est féerique, mais il y a tellement de choses à faire et d'apprentissage à faire à proximité que pour l'instant, on en est là. Et ce goût de l'aventure, il est plus à portée de main pour l'instant que dans les grands voyages. En tout cas, ce goût de l'aventure, tu es en train de leur transmettre. Elle commence déjà à dire moi je veux faire ça, ou je voudrais aller ça, ou je veux aller sur la banquise, je voudrais aller voir les ours parce qu'ils ont tellement l'air gentils, ils sont beaux les gros nounours. Là on parle d'une trilogie d'expédition. On va voir comment ça va se passer, mais l'idée c'est vraiment de partir dans des univers complètement différents, d'aller dans l'extrême froid et d'aller dans le tropical. Et de voir ce que ça va donner. Donc forcément, le tropical, bof et tout. Les moustiques, mais par contre, insectes, le froid, waouh, trop bien, la féerie et ça. Donc, en tout cas, elles ont envie de découvrir ce qui se passe ailleurs, de découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles langues et tout. Et ça, c'est passionnant. Pour terminer, et vraiment merci de nous avoir confié évidemment tous ces petits secrets de tournage, cette émotion palpable évidemment au travers de tes expéditions et de ce que tu as vécu. Avec plaisir. Est-ce que tu as eu le temps d'échanger et de tout dire avec ton père? Ouais. Moi, j'en avais parlé dans notre première interview, mais en gros, mon histoire de vie, elle est très dure avec mon père. Voilà, je suis un enfant battu.
J'ai pas eu de lien avec mon père pendant de nombreuses années. J'ai quitté le foyer familial très jeune. J'ai fait de la détention. Ensuite, j'ai été interdiction de quitter le territoire pendant 5 ans. J'ai eu le bracelet électronique. J'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de problématiques qui sont liées à la violence, voilà, au culte de la violence, au culte de la bagarre, de la tristesse. Ce qui fait que un jour, je te l'avais dit, mais j'ai décidé de couper court à ça et j'ai traversé l'océan Atlantique avec mon père il y a Mmh. plusieurs années. Mmh. On a pris la mer tous les deux et on a fait une transat et on est parti. On était presque des inconnus et on est arrivé de l'autre côté. On était des amis et c'était terminé. L'âge de guerre était enterré. Donc oui, j'ai eu le temps de tout lui dire. J'ai eu le temps de partager des moments extraordinaires avec lui. J'ai eu le temps de lui dire adieu. J'ai eu le temps de lui dire que je l'aimais, que je le pardonnais et j'ai aucun regret dans ma relation avec lui. Tu ne parles que de ce sens-là. Ouais. Dans l'autre sens, qu'est-ce que lui te dit? Mon père m'a dit les plus belles choses qu'on peut dire à un enfant. Quand on a fini cette traversée, il m'a dit: «Fils, euh, tu es un papa formidable, tu es un fils extraordinaire, je n'ai plus rien à t'apprendre, je t'aime». Je crois que tout est dit. Ouais, je crois aussi, ouais. Donc Ouais, c'est puissant. ouais, c'est très, très puissant et ça a considérablement changé ma vie. Il y aura eu quand même, ces 2 dernières années, des montagnes russes émotionnelles, Ah oui, clairement. Clairement, j'en ai chié. J'en ai chié terrible, et j'ai aucun problème à le dire. Ça a été des montagnes russes émotionnelles et oui, et c'est vrai que là, effectivement, tu te retrouves dans des situations où, là, pour le coup, tu es challengé quand même, Ouais, ouais, hein. La complètement. vie te bouscule. Me saisit et puis, ouais, me bouscule mais ça a été, très vivifiant, ça a été, extrême encore une fois et voilà et j'ai essayé, à la fois d'affronter, d'apprendre, de me relever, Mmh. et de me réinventer, Mmh. durant ces 2 dernières années, en essayant d'être toujours fidèle à mes valeurs. Alors, le film Arctic Mission, les 77 jours seul en Arctique. En Arctique, il y a le documentaire, vous pouvez aller sur le site internet. On peut le voir directement sur le site internet ou pas? Alors, à mon avis, il sera disponible sur le site à un moment donné, mais pour l'instant, il est encore un peu confidentiel. D'accord. Là où il va falloir attendre peut-être 1 ou 2 mois avant qu'il soit disponible, mais ça ne tardera pas à arriver effectivement. Arctic Mission, ça c'est mon documentaire à moi qui fait 26 minutes Ouais. et prochainement, Le on film. l'espère, on découvrira aussi le film de Jérémy qui partira au cinéma, a priori. Autre documentaire aussi à voir. Je te laisse- Wapapunan, Voilà, je te laisse dire Wapapunan le nom avec de Mathieu Wapapunan. Blanchard, Ouais. mon pote, traversée de l'œil du Québec, voilà, 250 km en autonomie. Ensuite, il y a, qu'est-ce que tu as comme documentaire? Tu as Bah, il y a The Island, évidemment. Ça, c'est évidemment sur The Island M6, qui est en qui est diffusion en tous ce les mardis à moment. 21h10. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre La encore? Bolivie qui va Ah bah arriver oui, le la Bolivie, 28 janvier, bien sûr. qui va arriver le 28 janvier sur M6 et Avec qui les sera filles. en replay sur M6+. Avec les Et filles. voilà, et tous les autres documentaires qu'on pourra redécouvrir parce qu'on va les mettre sur la plateforme aussi. Donc, Ouais. donc voilà, Résilience et d'autres qu'on a déjà, Ouais, il y a qu'on a déjà tourné. beaucoup d'autres documentaires, Ouais. évidemment, à voir. Abandonner n'est pas une option. Toujours C'est pas. ton leitmotiv? Toujours pas. Toujours pas. On a trop de gouache pour abandonner. Bon, c'est formidable. Je te remercie infiniment, Laurie. Merci à C'est toi toujours de m'avoir reçu. un Merci vrai beaucoup. plaisir de te recevoir. Il y a beaucoup d'émotions. Je vous dis, j'ai regardé le documentaire La Bolivie ce matin avant de faire l'émission. Et franchement, ça m'a, Je te remercie. ouais, ça m'a vraiment secoué. Bah, c'est le but aussi, c'est que c'est un sujet, comme je le disais, qui est universel, qui touche tout le monde. Hein, donc Ouais. forcément, on a tous notre histoire personnelle. ouais. Et qu'est-ce que ça soulève dans notre histoire personnelle. Exactement. Juste sur les projets, tu parlais de Svalbard, c'est ça? Non, là, les projets que je vais avoir sur 2025, je pars donc réaliser une course le 20 janvier avec Mathieu, avec mon pote Mathieu Blanchard. Ouais. On part réaliser une course complètement barjo, 700 km en autonomie à moins 40 dans le Yukon, à réaliser en 14 jours, c'est-à-dire réaliser environ 55 km par jour, ce qui fait qu'on va très peu dormir. Dans des températures extrêmes, il y a 3% de taux de réussite sur cette course, donc elle est quand même complètement malade. Et on s'est dit, pourquoi pas aller se faire un petit peu de mal. Sachant que un marathon, c'est 42 ou 43 42 km et des 42 poussières. km. Là, tu en fais 55, c'est ça? Ouais, un marathon par jour, pendant 15 jours.
Ouais. Ah, écoute, c'est le métier qui veut ça, mais il faut bien qu'on extériorise. Voilà, peut-être une saison de The Island, nous l'espérons évidemment. Et ensuite, une autre aventure avec mes filles. Et puis, le gros de mon projet qui arrivera en septembre-octobre 2025. Voilà, le projet de ma vie pour l'instant. Peut-être on aura l'occasion d'en Ouais, rediscuter. avec grand plaisir. Merci infiniment, Laurie. Merci Allez à toi. sur son site, suivez ses actualités et sur ses réseaux, évidemment. Et merci pour tous ces partages. Bis aux enfants. Ouais, merci. Hein, ça sera vraiment, fait, sans elles sont faute. formidables. Merci. Merci à tous. Vous allez évidemment commenter avec bienveillance comme toujours et vous partager. On va lire tout cela et on fera suivre à Laurie. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Salut. Salut.